Nürburgring, le terrain d'essai automobile par excellence. Parmi les circuits permanents, c'est le plus long, celui qui présente le plus grand dénivelé, mais aussi le plus dangereux, connu par beaucoup sous le nom d'enfer vert. Pourtant, depuis près de 100 ans, des pilotes risquent leur vie en quête du tour parfait. Ici, battre un record, c'est bien plus que de la gloire ou qu'une question d'ego. Pour les constructeurs, c'est une vitrine mondiale qui se traduit en millions, et pour les pilotes, une place garantie dans la légende. Alors les équipes vont faire absolument tout et vont aller jusqu'aux extrêmes pour gratter seulement quelques secondes. Certains vont même aller jusqu'à tricher. Des scandales vont se créer, des rivalités, des fractures dans le monde de l'automobile, mais aussi des moments où l'impossible devient possible. Des exploits que personne n'aurait osé prédire. Plus d'un siècle de révolution et de légende. Une histoire de regrets, de tromperies, de dangers, mais aussi d'exploits. Voici l'histoire du Nürburgring, l'enfer vert. Bon, on remonte au tout début, en 1885, lorsque Karl Benz invente la toute première vraie voiture pratique, la Benz Patent Motorwagen. L'invention fait rapidement fureur et les gens se mettent donc à faire la course avec leur nouvelle machine à peine 5 minutes après. C'est littéralement câblé dans le cerveau humain. T'inventes un truc qui roule et direct quelqu'un veut savoir lequel roule le plus vite. Alors à cette époque, il n'y a pas encore de vrai circuit, donc on court sur des routes publiques transformées en parcours temporaires. Les Allemands, eux par contre, s'en sortent plutôt bien. Mercedes remporte la coupe Gordon Bennett en 1903 et obtient le droit d'accueillir l'événement en Allemagne l'année suivante. Mais en 1904, c'est une équipe française qui gagne sur leur propre sol. Pour laver l'affront, le chancelier allemand de l'époque, alors je vous précise, en 1907, il n'y a pas encore le fameux Big H, mais on va y venir. Bref, le Kaiser, donc le chancelier de l'époque, décide d'organiser sa propre course en 1907, la Kaiser Preis, qui veut littéralement dire le prix de l'empereur. Rien que ça. Donc résultat, un pilote allemand et son copilote meurent. Voilà. Et c'est un Italien qui gagne dans une Fiat, donc les Allemands sont un peu dégoûtés, ce qui est logique. Le circuit est abandonné, puis la Première Guerre mondiale arrive, et alors là l'économie allemande part complètement en couille. Hyperinflation, chômage de masse, vraiment la totale. Mais au milieu de ce chaos, un certain docteur Otto Krautz a une idée. Il présente l'ADAC, un club automobile local, et il milite pour construire un circuit gigantesque pour employer du monde, redynamiser la région, et surtout donner aux ingénieurs et aux pilotes allemands un endroit pour s'entraîner. Il réussit à convaincre le maire de Cologne de financer le projet. Ce maire s'appelle Konrad Adenauer, futur chancelier d'Allemagne. Et avec 14 millions de Reichsmarks et des milliers de chômeurs motivés, il ne faut que 2 ans pour construire le truc. 2 ans pour 25 km de circuit dans une forêt avec 300 mètres de dénivelé. Aujourd'hui, ça prendrait plus de 15 ans. Mais eux, ils ont tryhard. Et vous allez voir qu'ils auraient peut-être dû prendre un peu plus leur temps. Bref, le circuit ouvre en 1927 autour du château de Nürburg, qui signifie à peu près château noir, en référence à la forteresse médiévale qui domine la région depuis plus de 800 ans. Le tracé comprend une boucle sud, la Südschleife, mais surtout la boucle nord qui est bien connue, la Nordschleife, qui fait plus de 22 km. Le tout ensemble fait presque 29 km. La première course, c'est l'Eifelrennen de l'ADAC. Moto le premier jour, voiture le lendemain. Mercedes finit premier, deuxième et troisième. Il nique absolument tout le monde. L'événement est un succès immense et dès le départ, le public peut conduire sur le circuit lui-même en payant le péage. Exactement comme aujourd'hui, déjà 100 ans avant. D'autres événements s'ajoutent sur le ring, dont le Grand Prix d'Allemagne, et à partir de 1931, la course se dispute uniquement sur la Nordschleife. Les chronos commencent à tomber. 11 minutes 48 dans une Bugatti T51, 10 minutes 49 dans une Alfa Romeo, 10 minutes 43 dans une Auto Union Type A, 10 minutes 32 dans une Mercedes W25, l'une des premières flèches d'argent. Les flèches d'argent, c'est le surnom qu'utilise Mercedes pour ses Formule 1 et c'est encore le cas aujourd'hui quasiment 100 ans après. Et il y a une super histoire sur comment il est né. La légende dit que la veille du Grand Prix d'Allemagne 1934, la Mercedes W25 est pesée à 751 kg, seulement 1 kg au-dessus du poids maximum autorisé. Et l'équipe aurait alors décapé toute la peinture blanche pour perdre ce tout petit gramme. Et la carrosserie en aluminium se retrouve à nu, complètement argentée, et la flèche d'argent naît. Sauf que cette histoire est complètement fausse. Il n'y avait littéralement aucune limite de poids à l'époque. Et le surnom, surtout, il existait déjà bien avant. Mais Mercedes continue de raconter cette histoire, et franchement, je les comprends, parce qu'elle est trop cool. Et comme on dit, si l'histoire me plaît, elle est vraie, tout simplement. Bref, les Mercedes et les Auto Union se partagent les victoires et les records tout au long des années 30, jusqu'à ce que la Deuxième Guerre mondiale arrive et mette fin à tout ça. Eh oui, la Première Guerre mondiale, ça suffisait pas, il a fallu à ces enculés de faire une Deuxième Guerre mondiale où tout est encore une fois parti en couille, sauf que cette fois-ci, le circuit, il est complètement explosé, il s'est fait niquer par les chars allemands
allemand, mais il rouvre quand même en 1947, quelques années plus tard. Mais les pilotes et les constructeurs allemands sont pour l'instant bannis des compétitions, à cause du certain moustacheux dont on parlait tout à l'heure. Alors qu'en vrai, ils ont rien fait. Les pilotes ne sont pas forcément tous nazis. Ils sont quand même bannis 4 ans, mais en 1951, ils peuvent enfin revenir. Mais pendant ce temps, ça a laissé le champ libre à Ferrari, à Maserati, puis à Van Wall, qui devient le premier constructeur britannique à remporter le Grand Prix d'Allemagne. Et leurs pilotes signent le meilleur tour en 9 minutes et 9 secondes. Une énorme avance par rapport aux voitures d'avant, surtout sur les Allemands. Mais les Allemands reviennent quand même enfin avec leur Porsche et sa 804 de seulement 461 kg, et leurs pilotes signent un tour de 8 minutes 47. Ferrari, eux, grignotent le record. Lotus le fait tomber à 8 minutes 24 puis 8 minutes 16. On arrive en 1966, c'est pas mal de temps après, et honnêtement, entre-temps, il s'est pas passé grand-chose. Mais là, maintenant, les voitures sont vraiment devenues incroyablement rapides, et elles rendent un circuit déjà dangereux encore plus meurtrier. À ce stade, plus de 30 pilotes sont déjà morts ici, et pour tenter de ralentir les choses, une chicane est ajoutée avant la ligne d'arrivée, mais honnêtement, ça change pas grand-chose. Les mecs continuent à se tuer et à aller de plus en plus vite. C'est une boucle infernale. T'es dans une boucle infernale, toi aussi? En 1968, Jackie Stewart remporte le Grand Prix d'Allemagne sous la pluie, dans le brouillard et à moitié perdu sur le circuit. Il finit quand même avec 2 minutes d'avance sur le deuxième. Et c'est là qu'il appelle le Nürburgring l'enfer vert. Et le nom colle immédiatement. Et ce nom restera pour toujours. Les chronos, eux, continuent de chuter. Une Brabham signe à 7 minutes 42 en 1969, mais les morts suivent la même courbe que les vitesses. Les deux sont exponentiels. En 1970, 5 pilotes meurent sur le ring en une seule saison. 5 en un an, sur un seul circuit. Cette fois, ça suffit. Les pilotes de F1 boycottent le circuit et refusent d'y remettre les roues tant que des modifications importantes ne sont pas faites. Alors pour l'époque, c'est quand même un acte courageux. Boycotter une course, c'était risquer sa carrière. Mais ils tiennent bon et le font quand même, persuadés que des changements vont être appliqués. Et justement, le Nürburgring fait l'objet de grands travaux. On lisse les bosses et les sauts les plus dangereux et on rectifie certaines sections. On y installe des glissières de sécurité dans les passages les plus critiques. Alors c'est un peu mieux, mais ça n'empêche pas les voitures d'aller toujours plus vite. Et en 1974, Niki Lauda réussit quelque chose que personne n'avait jamais fait avant. Il passe sous les 7 minutes. 6 minutes 58 en session d'essai avec Ferrari, sur les 22,8 km complets de la Nordschleife. 6 minutes 58. 200 km/h de moyenne. Sur une route de montagne avec des virages de partout. Ce mec n'était clairement pas humain. On est maintenant en 1976 et Niki Lauda est devenu littéralement un monstre. Il mène le championnat du monde. Il détient les meilleurs temps au tour. Bref, il est au sommet. Mais avant le Grand Prix d'Allemagne, il prend la parole de ses collègues pilotes et demande à tout le monde de boycotter la course. Son argument, c'est que le circuit est devenu beaucoup trop immense pour être sécurisé correctement. Il n'y a pas assez de commissaires, pas assez de véhicules de secours. Et si quelque chose tourne mal dans les parties reculées du circuit, les secours n'arriveront jamais à temps. Niki sait de quoi il parle. Il a le meilleur temps au tour et il le dit clairement, je veux pas y aller. Mais malheureusement, la majorité des pilotes sont complètement atteints du cerveau et ils votent quand même pour courir. Et Niki Lauda est malheureusement obligé de s'incliner et de finalement lui aussi y participer. Niki Lauda prend sa voiture, monte dedans et commence un premier tour somme toute classique, même s'il a quand même une longueur d'avance au vu de son niveau. Mais sur le deuxième tour de course, le circuit devient partiellement mouillé et une partie de la suspension arrière de la Ferrari cède. La voiture quitte la piste à pleine vitesse, rebondit contre les rails et prend feu. Niki Lauda est piégé à l'intérieur, incapable de sortir. Les camions de pompiers mettent trop de temps à arriver, les ambulances aussi, et même la Porsche 911 de secours, censée être partout sur le circuit en quelques secondes, arrive bien trop tard. Lauda l'avait prédit. Ce sont finalement d'autres pilotes qui s'arrêtent et qui sortent de leur voiture en pleine course, qui courent pour tirer Lauda des flammes à main nue. Il tombe dans le coma. Le prêtre lui donne même l'extrême onction. Tout le monde le croit mort. Pourtant, 40 jours plus tard, Niki Lauda reprend la course comme si de rien n'était, avec des plaies encore ouvertes sur le visage, des poumons qui ne fonctionnent plus normalement, et il finira même par remporter d'autres championnats du monde. J'avais vraiment raison quand je disais que ce mec n'était vraiment pas humain. Mais cet accident marque la fin définitive de la Formule 1 sur la Nordschleife. Les nouvelles réglementations de sécurité rendent impossible l'organisation d'un Grand Prix sur ce tracé. En clair, cela aura été la toute dernière course officielle de Formule 1 sur la Nordschleife. Maintenant, depuis 50 ans, il n'y a jamais eu une seule course de Formule 1 dessus. La boucle sud et l'anneau de liaison sont démolis. On construit à la place un nouveau circuit bien plus court et plus sûr à côté, la Grand Prix Strek. Pendant les travaux, des courses de Formule 2 et d'autres séries continuent tout de même sur la Nordschleife, ce qui signifie que pour la première fois depuis Niki Lauda, quelqu'un peut officiellement s'attaquer à son record. Et la voiture qui va le faire n'est pas une monoplace.
C'est une Porsche 956 de groupe C, un flat 6 biturbo de plus de 600 chevaux, une voiture qui génère 3 fois plus d'appui aérodynamique que sa prédécesseuse la 917, et tout ça grâce à l'ingénieur Norbert Singer. Petit détail marrant, il y a une bosse caractéristique sur la 956 qu'on appelle la bosse Stinger. Et Singer Vehicle Design, la boîte californienne qui restaure les vieilles Porsche, a choisi son nom en hommage à cet ingénieur. Il signe un temps tellement rapide et irréel que tout le monde pense à une erreur de chronométrage. Littéralement, à ce moment, tout le monde pense que le chronomètre est pété alors que le mec qui fait les chronos est complètement défoncé. Mais pourtant, Bellof a bel et bien maintenu plus de 200 km/h de moyenne sur l'entièreté de la Nordschleife, bouclée en seulement 6 minutes et 11 secondes. Norbert Singer est lui-même sans voix. Les autres pilotes dans les stands sont tout aussi choqués, choc-barre de baiser. Bref, Stéphane Bellof vient de rejoindre le panthéon des plus grands pilotes de l'histoire. Mais malheureusement, quelques années plus tard, Bellof perdra la vie au volant d'une même 956 au circuit de Spa. Il avait 27 ans. Et aujourd'hui, un des virages de la Nordschleife porte même son nom en hommage. Mais son record de 6 minutes 11, lui, va tenir encore 35 ans. 35 ans de progrès technologique, de milliards d'euros investis dans l'automobile. Pourtant, pendant tout ce temps, malgré le monde qui évolue, un gamin d'une vingtaine d'années dans une vieille Porsche des années 80 reste au sommet. Donc dites-vous que même en 2015, quand on avait tous les monstres du Mans, par exemple les Porsche, ou même encore une Ferrari, la Ferrari, c'était toujours ce gars qui avait le record sur le circuit. D'ailleurs, beaucoup pensaient que ce record ne tomberait jamais, mais on y reviendra. Le Grand Prix Strecke ouvre enfin en 1984 au Nürburgring. Pour l'inaugurer, Mercedes organise une course, la Race of Champions. 20 des meilleurs pilotes du monde, 9 champions de Formule 1, tous dans des voitures absolument identiques, des Mercedes 190 préparées pour la course. Donc dans la grille de départ, on retrouve des pilotes comme Niki Lauda, Carlos Reutemann, Keke Rosberg, et surtout un Brésilien dont quasi personne n'a entendu parler à l'époque, un certain Ayrton Senna. Et même le monstre Niki Lauda ne peut rattraper Senna qui gagne loin devant tout le monde dans la même voiture que tout le monde, alors que c'est littéralement un inconnu. Ce jour-là, le monde entier comprend que ce Brésilien va être un problème sérieux. Il vient quand même de battre littéralement les meilleurs du monde avec du matériel équivalent. Et surtout, il va continuer à le faire par la suite. Finalement, la Formule 1 revient sur le nouveau circuit GP, le GP Strecke, pour quelques années. Mais le Grand Prix d'Allemagne, pour lequel ce circuit avait été construit, file finalement à Hockenheim sous contrat pour 20 ans. Donc en gros, ils l'ont dans le cul et ne pourront pas revoir des Formule 1 sur leur circuit de sitôt. Mais heureusement, grâce à l'énorme engouement pour la Formule 1 provoqué par Michael Schumacher, avec l'arrivée des V10, bref, une époque fabuleuse pour la Formule 1, elle revient quand même au Nürburgring. Mais l'équation ne tient pas. Ces Grands Prix coûtent de plus en plus cher et attirent de moins en moins de spectateurs. Les problèmes juridiques et politiques s'accumulent. Bref, le ring perd de l'argent et doit clairement trouver autre chose. Et pour survivre, il va devoir miser sur sa légende. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui notre invité est l'ancien patron du Mossad. Les 24 heures du Nürburgring, le DTM, le Truck Grand Prix, la vie continue sur le vieux circuit malgré tout. Et surtout, les constructeurs automobiles viennent toujours tester leurs voitures de série sur la Nordschleife. Un ingénieur résume parfaitement pourquoi. La longueur, la diversité des virages et le dénivelé fournissent 5 fois plus de données que la plupart des autres circuits. Porsche chronomètre ses voitures de série ici depuis les années 50, mais à mesure que d'autres constructeurs arrivent et commencent à partager eux aussi leurs chronos, les rivalités s'enflamment. Et vu qu'il y a de la thune à la clé, tout plein de constructeurs vont tenter de s'imposer. En 1987, une Ferrari Testarossa signe un 9 minutes 17. La presse auto mondiale le publie fièrement. Mais les Japonais voient ça et décident qu'il est temps de venir montrer ce qu'ils savent faire et de les détruire. L'émission Best Motoring débarque avec la fameuse Nissan R32 GTR, la seule et l'unique surnommée Godzilla. Et le nom n'est clairement pas volé. Car sous la pluie et avec des conditions complètement merdiques, le pilote Kurosawa au volant de la R32 signe un chrono de 8 minutes 22. Vous avez bien entendu, 8 minutes 22. Donc sous la pluie, dans une voiture japonaise de série, il arrive à annihiler Ferrari. La Testarossa vient de se faire sérieusement remettre à sa place. Et ce même Kurosawa revient chaque année. 8 minutes 16 dans une Honda NSX en 1990, 8 minutes 8 dans une Porsche 911 Turbo en 1991 et en 1992, 8 minutes 3 dans une Honda NSX R, l'amélioration de la Honda NSX. Puis Bugatti débarque avec le B110, 4 turbos, 4 roues motrices, bref, la voiture la plus rapide du monde à l'époque, 7 minutes 44 en 1993. Le rédacteur du magazine Sport Auto, magazine qui devient la référence absolue pour les records du ring, teste aussi la voiture. Son meilleur temps, 8 minutes 01. Il pue la merde.
Non, bien sûr, je rigole, c'est déjà excellent d'avoir une différence aussi faible avec un pilote pro. Il faut attendre 1997 pour voir une voiture se rapprocher de la Bugatti. C'est une Toyota Supra préparée par Blitz. 7 minutes 49 sur pneu route. Impressionnant, mais ça reste pas une voiture de série. Donc pour l'instant, aucune voiture de série n'arrive ne serait-ce qu'à égaler les Bugatti. Et en 2002, la Pagani Zonda S signe un 7 minutes 44 à égalité avec la Bugatti. Au volant, Horst von Sorma, le fameux rédacteur en chef de Sport Auto lui-même. Et oui, depuis l'autre fois, c'est devenu un monstre. Après des centaines de tours du ring à tester tout plein de voitures, il est littéralement devenu l'un des meilleurs pilotes sur ce circuit. Franchement, quel skibidi Sigma. Et l'année suivante, il prend le volant d'une Porsche Carrera GT. Et là, 7 minutes 32. Bugatti est défait. Il est défait par une autre marque, mais aussi et surtout par un mec qui est juste censé être le rédacteur d'un magazine de sport auto et qui n'est pas du tout un pilote professionnel. Mais Porsche estime que Bugatti ne se sont pas fait assez humilier comme ça. Et juste après, la légende Walter Röll s'y colle et gagne encore 4 secondes. Donc pour résumer, Porsche sont venus, ont posé leurs couilles sur la table, ont invité un pilote amateur pour tester leur Porsche, il a battu Bugatti, et ensuite ils se sont dit que c'était pas assez. Donc hop, un pilote pro pour encore les niquer encore plus. Alors vu le niveau, tout le monde pense que ce record va tenir encore longtemps. Une Carrera GT, Walter Röll, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire de mieux comme combo. Sauf que quelques mois plus tard, une voiture inconnue débarque des Pays-Bas. La Donkervoort D8 RS, artisanale, pas très belle, une petite merdouille quoi. 7 minutes 14. Donc là vous allez me dire qu'une bagnole random hollandaise fabriquée par des PNJ dans un garage vient littéralement de battre une putain de Porsche pilotée par Walter Röll. Alors certains contestent, mais le truc c'est qu'elle est homologuée sur route, donc le record est totalement validé. Sauf que bam, encore un nouveau record. Record qui nous vient cette fois-ci d'Allemagne avec la Gumpert Apollo. Roland Gumpert, ancien patron du motorsport Audi avec des années d'expérience derrière lui, décide de construire un monstre. Son équipe va prendre des années pour mettre au point une vraie voiture de course homologuée sur route. On parle d'une bête biturbo qui fait le 0 à 100 en 3 secondes. Stratosphérique pour 2005. Le record de Gumpert tient exactement une semaine. Toute cette une investie, toutes ces années, hop, poubelle. Et oui, car la Radical SR8 LM débarque littéralement une semaine après et signe un chrono de 6 minutes 48. Alors techniquement, elle aussi est homologuée pour la route. Mais en gros, c'est littéralement un joujou de circuit. Moins de 700 kg pour plus de 450 chevaux. Mais en plus de ça, elle a un rupteur à 11 000 tours. Et surtout, ils lui ont juste collé une plaque d'immatriculation comme ça. Finalement, Sport Auto refuse de valider le record. Et on les comprend. Sinon, dans ce cas-là, n'importe qui peut coller une plaque d'immatriculation sur sa Formule 1 et revendiquer le titre. La première vraie voiture de série, la vraie cette fois, à franchir la barre des 7 minutes, c'est donc la Porsche 918 Spider. Hybride, plus de 800 chevaux et tout un tas de technologies issues de la Formule 1. 6 minutes 57. Et d'ailleurs, si vous voulez gratter à peine 2 secondes de plus, Porsche propose en option le pack Wessar. 84 000 € juste pour voir les ingénieurs de chez Wessar retirer quelques pièces random de ta voiture pour la rendre à peine plus légère. Ça y est, McLaren entre dans le jeu. Ils arrivent peu après et annoncent être aussi passés sous les 7 minutes, mais refusent de donner le temps exact. Ouais, ils veulent pas donner le chrono exact. Bon, ça sent déjà la couille, moi je vous le dis. Mais malheureusement, on n'aura pas plus d'infos. Donc soit ils ont battu la 918 et nous font mariner, soit c'est totalement faux et ils l'ont absolument pas battu et ils veulent juste pas l'admettre. Dans tous les cas, les deux options sont vraiment pourries. Bravo McLaren. La communication, c'est zéro. Les voitures deviennent tellement évoluées qu'il est de plus en plus difficile de gratter du temps en restant homologué sur route. Pourtant, 2 mois après le record de la 918, Nissan revendique un 7 minutes 8 avec une GTR Nismo, le record pour une voiture de série. Sauf qu'il s'avère que la voiture est équipée d'un aileron plus grand, d'amortisseurs spéciaux, de plaquettes différentes, de sièges baquets et d'une carte au moteur spéciale. Techniquement, Nismo vend toutes ses pièces en option, donc c'est légal. Mais c'est exactement comme si t'arrivais à un examen de maths avec le manuel de maths dans les mains. C'est de la triche en gros. Et surtout, c'est pas la première fois pour Nissan. En 2008, ils avaient déjà annoncé un chrono de 7 minutes 29 avec une GTR standard, donc 100% d'origine. Porsche avait trouvé ça très louche. Leur propre voiture était à peine capable d'approcher ce chrono. Alors ils achetèrent carrément une GTR pour la tester eux-mêmes. Et leur meilleur temps, 7 minutes 54. 25 secondes de plus avec la même voiture. Porsche pense que Nissan roulait avec des pneus slick, mais Nissan n'a jamais réellement répondu. En fait, le problème fondamental, c'est qu'il n'existe aucun organisme officiel pour réguler ces records. Pas de règles claires, pas d'inspection des voitures, ce qui signifie que les constructeurs peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Et certains vont même encore plus loin pour essayer de niquer.
Octobre 2016. Lamborghini arrive avec la Huracan Performante, annonce un 6 minutes 52 et explose le record de la 918. Un temps que certains trouvent un peu trop beau pour être honnête. Par exemple, le youtubeur Misha Charoudin, spécialiste dans l'essai de voitures sur le Nürburgring et qui connaît le circuit comme sa poche, décortique la vidéo publiée par Lamborghini. Et il y trouve des anomalies bizarres, des vitesses qui sautent soudainement, des ombres qui se déplacent de façon anormale. Sa théorie, la vidéo tourne à 25 images par seconde au lieu de 24, ce qui l'accélère légèrement. Ou alors Lamborghini a compilé les meilleurs secteurs de différents tours. J'ai vraiment de grandes réserves concernant la vidéo, la télémétrie et la cadence d'image. Personnellement, je suis vraiment sceptique. Lamborghini contre-attaque. Il publie le journal de bord du tour et explique qu'une partie de la rapidité vient des pneus Pirelli Trofeo R disponibles en option sur la voiture. La controverse dure encore aujourd'hui. Mais dans tous les cas, Lamborghini a une publicité de dingue. Donc franchement, si c'était calculé, respect Lamborghini. Bon, je pense que vous pensez comme moi. Là, ça commence à devenir un peu casse-couille, je vais pas vous mentir. Tout le monde essaye de trafiquer leur chrono. Là, faut vraiment faire quelque chose, bordel. Et justement, face à la multiplication des controverses, les organisateurs du ring décident finalement d'intervenir. Enfin, fini le vieux système qui permettait de déclencher le chrono en fin de ligne droite et de l'arrêter avant la sortie suivante. Une astuce permettant de finir un tour et de se ranger avant d'en entamer un autre. Désormais, il faut boucler un tour complet de bout en bout, exactement comme le faisait Stéphane Bellof en 83. On est maintenant en 2018. 35 ans après Stéphane Bellof, son record tient toujours. Les technologies ont évolué, les voitures sont potentiellement plus rapides que sa Porsche 956, mais personne n'ose vraiment s'attaquer sérieusement à son record. Jusqu'à ce que Porsche décide de faire quelque chose de complètement dingue. La Porsche 919 vient de remporter le Mans et le championnat du monde d'endurance 3 années de suite. 2015, 2016, 2017. Une domination totale. Et au lieu de la mettre au musée, Porsche la transforme en 919 Evo. Ils améliorent encore un monstre qui littéralement domine tout. Elle est libérée de toutes les contraintes réglementaires qui pouvaient la brider en compétition. Moins de poids, plus de puissance et encore plus d'appui. Une voiture de course du Mans déjà au sommet à laquelle on dit « Allez, vas-y hop, on t'enlève toutes tes chaînes, vraiment déchaîne-toi et défonce absolument tout !» Et forcément, ça donne quelque chose d'époustouflant. Avant le Nürburgring, la 919 Evo passe d'abord par le circuit de Spa. Elle signe un temps de 12 secondes plus rapide que celui de la 919 normale l'année précédente. Plus rapide même que Lewis Hamilton dans sa Formule 1 sur le même circuit. Oui, vous avez bien entendu, plus rapide qu'une Formule 1. Et on ne parle pas d'une vieille Formule 1 qui date d'il y a plusieurs années. Non, on parle de la Formule 1 actuelle de Mercedes pilotée par Lewis Hamilton. Bon, ça y est, je pense qu'on a assez compris à quel point c'était un monstre. Maintenant, direction la Nordschleife. Timo Bernhard s'installe au volant. Vitesse de pointe, 369 km/h. Moyenne sur les 22 km, 234 km/h. 234 km/h de moyenne sur 22 km avec des virages de partout. Ça n'a aucun putain de sens. La voiture est complètement folle. Et au final, c'est les limites du corps humain qui flanchent avant celles de la voiture. Les images parlent d'elles-mêmes. 5 minutes et 19 secondes. Le record de Stéphane Bellof tombe enfin, après 35 ans. Franchement, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la regarder juste après. Un an plus tard, la Volkswagen IDR 100% électrique s'y colle à son tour. 6 minutes 05, le record absolu pour une voiture électrique. Alors, c'est pas pour faire le rageux, hein. Loin de moi l'idée, mais la meilleure électrique a quasiment 1 minute de retard sur la meilleure thermique. Alors je vous laisse penser ce que vous voulez, hein. Je vous donne juste une info factuelle. Si des machines qui peuvent défier la 919 existaient quelque part, il est peu probable qu'on les voit risquer leur vie sur ce circuit de sitôt. L'attention se reporte donc sur le record des voitures de série. Aujourd'hui, les voitures de série les plus rapides sont essentiellement des Porsche, quelques Lamborghini et des Mercedes, dont une trône au sommet, la Mercedes AMG One. Loin, très loin de la Benz Patent Motorwagen du début avec sa vitesse max de 16 km/h. Oui, je vous l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est vraiment sa Vmax. Beaucoup disent que cette obsession pour les chronos est néfaste pour l'industrie, que ça pousse les constructeurs à développer des voitures taillées exclusivement pour la Nordschleife et moins bonnes ailleurs. Il y a du vrai là-dedans, mais est-ce que ça va les arrêter? Absolument pas. Le marketing est trop puissant. Et puis surtout, c'est cool, merde. Comme on l'a vu tout à l'heure, le Nürb c'est le circuit parfait pour tester une voiture sous plein de contraintes différentes pour pouvoir avoir la meilleure voiture possible. Mais ce n'est pas que ça le Nürburgring. Ce n'est pas que des chronos ou des scandales. On a aussi eu des belles histoires comme avec Stéphane Bellof. C'est des gens qui ont donné leur vie à ce circuit. Mais c'est aussi pour ça qu'on en parle encore 100 ans après.